Je reviendrai. Début décembre. La Santa Maria et la Niña poursuivent leur exploration. Parmi les populations qu'ils rencontrent, un nom revient souvent, Caribas. Pour Colomb, aucun doute n'est possible, il désigne le peuple du Grand Khan. Nous approchons, ne cesse-t-il de répéter. Les deux navires continuent de circuler parmi les îles dont Colomb dresse la carte au fur et à mesure. Sur les sommets, des feux sont allumés pour annoncer leur approche, et les villages qu'ils découvrent sont déserts car la population a fui avant leur arrivée. Ces gens doivent être souvent traqués pour réagir ainsi, marmonne Colomb. Vous n'avez pas entendu ce qu'ils racontent demande le commandant de la Nina. Ces caribas mangent leurs ennemis. Bien sûr que non, s'exclame Colomb. Jamais le grand Khan ne permettrait une chose pareille. Il les retient prisonniers, voilà tout. Et comme les leurs ne les voient pas revenir, ils croient qu'ils ont été mangés. 25 décembre. Voilà 2 jours et une nuit que Colomb n'a pas fermé l'œil. Il confie le gouvernail à un marin. La mer est calme et le marin a sommeil. Un mousse traîne sur le pont. Le marin hésite. Colomb a formellement interdit de laisser le gouvernail à un mousse, aussi doux soit le temps. Mais rien à faire. Les yeux du marin se ferment. Tant pis, songe-t-il. Colomb n'en saura rien. Ses comtés sont les courants. Ils entraînent doucement la Santa Maria vers un banc de sable. Quand le mousse s'en aperçoit, il appelle à l'aide. Trop tard. La Santa Maria vient de s'échouer, non loin de la côte. Aux premières lueurs du jour, Colomb examine les dégâts. Ils sont impressionnants. Jamais la Santa Maria ne pourra reprendre la mer. Heureusement, quelques jours auparavant, ils ont été reçus par les Indiens qui vivent dans cette île que Colomb a baptisée Hispaniola, et leur roi s'est montré particulièrement accueillant. Colomb le fait avertir. Dès qu'il est informé, le roi envoie de grands canoës. En peu de temps, la Santa Maria est déchargée. Tout ce qui se trouve à son bord est ramené à terre et soigneusement entreposé dans des maisons mises à la disposition de Colomb. Le roi assure Colomb de son amitié. Des Indiens viennent échanger des morceaux d'or contre des grelots. Le roi affirme à Colomb qu'il peut lui en apporter encore. Plus tard, le roi fait comprendre à Colomb qu'il craint ces caribas qui débarquent parfois sur ses côtes pour capturer les siens. Colomb demande alors à un marin: Va chercher un arc et des flèches. Nous allons leur montrer comment nous nous défendons. Puis il fait tirer le canon pour impressionner les Indiens. Le roi est émerveillé. Il est certain que les seigneurs blancs sauront le défendre contre les caribas. Il offre à Colomb un grand masque couvert de fragments d'or. Alors Colomb prend une décision. Lui va rentrer en Espagne avec la Niña, mais il va laisser des hommes ici, en attente de son retour. Car il n'a pas de doute. Dès que le roi et la reine d'Espagne seront informés du succès de son voyage, ils lui donneront les moyens de monter une deuxième expédition. Depuis son arrivée dans ces îles, Colomb a dans l'idée d'y édifier une forteresse. Jusque-là, il n'a pas trouvé le lieu idéal. À présent, il l'a. À cet endroit, la côte est bien protégée et il est assuré du soutien et de la fidélité de ce roi. Il ordonne de faire construire une tour et un fort entourés d'un fossé. Trouver la quarantaine d'hommes qui resteront ici n'est pas difficile. Ils sont nombreux, ceux qui le lui ont demandé, séduits par la douceur de vivre qui règne dans ces îles. 8 jours plus tard, tout est prêt. La forteresse est terminée. À ceux qui vont désormais vivre ici, Colomb laisse des marchandises à échanger contre de l'or et ce que contenait la Santa Maria, c'est-à-dire des biscuits, du vin, de l'artillerie, une grosse barque, des graines. De quoi tenir en attendant qu'ils reviennent. Le 4 janvier, au lever du soleil, la Niña est prête à prendre la mer. Un vent léger s'est levé, il gonfle les voiles de la caravelle qui s'éloigne sous les vivas de ceux qui restent. 2 jours plus tard, la Niña suit la côte d'une autre île. Le vent souffle fort et risque de pousser le navire vers des récifs ou des bancs de sable. Colomb ordonne à un marin de grimper au sommet du grand mât. De là-haut, il verra mieux le fond de la mer et le préviendra du danger. Soudain, le marin crie: Une voile, je vois une voile, là-bas, à l'est. À bord, c'est la stupéfaction. Depuis leur départ des Canaries, les seules voiles qu'ils ont vues sont celles de la Santa Maria, de la Pinta et de la Niña. Qui peut bien naviguer en ces lieux? Et puis, le marin hurle: La Pinta, c'est la Pinta, elle vient droit sur nous. Colomb n'a pas oublié la trahison de Martin Pinson et lui en veut toujours. Lorsque la Pinta est proche, Pinson demande à monter à bord. Ses premiers mots sont pour s'excuser et Colomb ravale sa colère. Un long voyage l'attend pour regagner l'Espagne et mieux vaut être à deux pour l'affronter. La Pinta et la Niña naviguent encore quelques jours entre les îles. Le 16 janvier, un vent frais se lève, Colomb hésite. À présent qu'il a retrouvé la Pinta, il pourrait prolonger son exploration.
Mais ce vent pousse les caravelles vers l'est, vers l'Espagne, et il sent bien que ses marins ont envie de rentrer. Il lance des ordres, et la haute mer s'ouvre devant les deux bateaux. Colomb est debout sur le pont arrière de la Niña. Il regarde s'éloigner ces Indes dont il a tant rêvé. Bien sûr, il ne rapporte pas autant d'or qu'il espérait, pas beaucoup d'épices non plus. Et il n'a pas découvert la belle Cipango ni rencontré le grand Khan. Quant aux lettres destinées au roi des rois et à tous les princes des Indes, elles dorment encore, à l'abri dans sa cabine. Qu'importe, ce n'est que partie remise. Car tout ce qu'il a vu dans ce pays est à jamais ancré dans son cœur. Les eaux transparentes de la mer, les îles merveilleuses couvertes d'arbres inconnus, le vacarme des oiseaux, les poissons multicolores, les parfums et surtout les Indiens nus qui les ont accueillis comme s'ils étaient des dieux. Alors, Colomb est certain d'une chose, il reviendra.